pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog suivi de lecture. On est mercredi 21 août et j'ai pas pu trop vous reprendre avant parce que j'avais pas mal de choses à gérer, notamment pas mal de rendez-vous médicaux, une hospitalisation, je vais y arriver, courant septembre qui aurait dû me prendre très peu de temps et en fait ça me prend un temps fou parce que je n'arrive pas à obtenir les renseignements. Mais en soi, si vous vous posez la question, il n'y a rien de grave, c'est bénin, mais vu ce que je suis en train de faire, il faut que j'y passe. Donc ça va me prendre une demi-journée. Mais voilà, bref, ça me prend un temps de dingue. Aujourd'hui, j'avais également un rendez-vous médical, notamment radiologique. Je voulais absolument le faire avant de partir en vacances, puisque pour rappel, je pars en vacances à la fin de la semaine. Il s'avère que ça n'a pas fonctionné parce que suite au problème que j'ai et qui doit être donc opéré par la suite, là, ils n'ont pas vu. Donc je suis obligée de retourner faire ça après l'opération, donc fin septembre, début octobre, je pense. Sauf que j'ai raqué, puisque c'est un radiologue conventionné au secteur 2. Donc il y a des dépassements d'honoraires. Ok, donc j'ai un reste à charge qui, je pense, va être quand même assez conséquent. Et il va falloir que je raque encore une fois pour le même examen. Voilà, joie et bonheur. Bref, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour suivi de lecture, tutti quanti, vidéo test, vous savez. Et on se retrouve parce que j'ai terminé 2 lectures depuis que j'ai clôturé le dernier vlog. Donc la première lecture, c'est celle-ci qui était donc en cours au dernier vlog, qui est donc Un passé englouti d'Avaride. Que j'ai bien aimé au final. Bon, j'ai pas trouvé que des choses bien, mais dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé. On va pas revenir sur le sujet du racisme du personnage féminin vis-à-vis du personnage masculin, puisque j'en ai quand même pas mal parlé dans le précédent vlog, et on va passer à la suite de ma lecture parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire selon moi. Alors, pour rappel, ici on suit Effie. Effie est en fac d'architecture. C'est une jeune femme qui a pas mal de problèmes de santé mentale. Enfin bref, elle a subi pas mal de traumatismes et aujourd'hui elle doit vivre avec et essayer de se reconstruire. Sauf que quand on peut en parler à personne, c'est compliqué. Voilà. Donc Effie est fan d'un auteur qui s'appelle Myrdine, notamment de son roman le plus connu qui est Engarade. Ça a bercé toute son enfance, toute sa vie de jeune adulte, bref, elle en est absolument fan. Et elle va être invitée par le fils de cet auteur à venir faire des plans pour rénover la maison de son papa qui est, disons-le, en ruine. Elle va y rencontrer donc Preston qui lui est en fac de lettres et qui est là pour recenser un petit peu tous les écrits qui n'auraient pas encore été découverts, si vous voulez, et qui pourraient peut-être donner d'autres écrits de l'auteur à publier, en connaître un petit peu plus sur la vie de l'auteur, sauf qu'il n'est pas uniquement là pour ça, il est là pour découvrir si Myrdine a écrit complètement ou pas le roman d'Engarade. Autant vous dire que Effie n'est pas très très contente parce que bon, c'est son auteur préféré. Engarade, c'est son roman qu'elle connaît sur le bout des doigts et donc détruire l'auteur Myrdine, ça lui plaît pas des masses. Donc ils sont rivaux, tutti quanti, là-dessus, j'en ai déjà parlé du coup dans le précédent vlog. Donc dans l'ensemble, on a une ambiance quand même qui reste bien creepy, bien cringe, univers vaseux, un mystère tout autour du roman avec une histoire de fae qui est bien amenée, qui est assez sombre, qui a un côté angoissant que j'ai plutôt bien aimé. Vraiment tout ce qui est ambiance, je l'ai trouvé très très cool. On était bien dedans, déjà rien que la maison de l'auteur Myrdine, elle vous plonge bien dans l'univers, bien creepy, bien vaseux, bien angoissant, bien effrayant. Donc ça, j'ai plutôt bien apprécié. Maintenant, c'est un roman qui est lent. C'est un roman qui est assez lent et qui, du coup, par moments, traîne en longueur. Alors, soit on apprécie ce genre de lecture, soit on l'apprécie pas. Moi, dans l'ensemble, je l'ai bien aimé, mais il y a des moments où, effectivement, je trouvais que c'était un petit peu trop lent. Mais ce n'est que mon avis, j'étais peut-être pas non plus dans le mood complet pour ce genre de lecture. Mais voilà, il y a quelques longueurs. Ensuite, j'ai remarqué, et là on le voit surtout à la fin, il y a une bonne dénonciation du patriarcat, même si on en voit un petit peu dans tout le roman, notamment au travers des yeux d'Effie et de Preston, puisque Preston est littéralement un féministe convaincu. Autant vous le dire, Preston, voilà, il trouve ça injuste que les femmes ne soient pas, n'aient pas les mêmes droits qu'eux, voilà. Lui, il ne comprend pas, par exemple, pourquoi les femmes n'ont-elles pas le droit d'aller en fac de lettres. Soi-disant qu'elles ne sont pas assez conséquentes, elles sont inconséquentes, elles ne sont pas capables
de se concentrer et elle risquerait de déconcentrer les garçons. Voilà. Donc lui, il trouve ça inadmissible. Bon, bref, c'est un féministe convaincu. Le truc là-dessus, c'est que cette dénonciation, elle est par petites touches tout au long du roman. Quand on parle justement du roman Angarade, on y voit les petites touches de féminisme de ce roman et donc de la dénonciation de l'autrice vis-à-vis du patriarcat. Mais c'est vraiment mis en avant sur la toute fin du roman et vraiment poussé sur la toute fin du roman. Je trouve ça dommage. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus poussé tout le long du roman et pas uniquement à la fin parce que du coup, je trouve que ça fait trop à la fin et pas assez tout le long du roman. Je trouve ça dommage. Honnêtement, je trouve ça assez dommage. De ce côté-là, on a aussi le problème donc, de cet univers patriarcat où tous les hommes qu'Effie va rencontrer, ce sont tous des red flags. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, sauf Preston. Preston, c'est l'unique. Le mec, il est sur un piédestal. C'est le seul green flag, mais le green flag plus. Voilà. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je trouve que ça en devient malaisant de ne voir que des red flags, que ce soit des jeunes, des vieux. Et puis surtout, à chaque fois qu'ils voient Effie, ils sont limite subjugués. Effie est une jolie jeune femme blonde aux yeux bleus. Et tout de suite, dès qu'ils la voient, voilà, c'est des red flags en puissance. Et à la fin, je trouve ça quand même assez malaisant de ne voir que des red flags et de voir que finalement, dans ce livre-là particulièrement, on ne voit que Preston qui sort du lot. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de personnages qui sortaient du lot ou nuancés, qui auraient pu se poser la question ouais, est-ce que là, je suis pas un peu misogyne, par exemple. Voilà, des personnages qui auraient pu se remettre un petit peu en question, ne serait-ce qu'un petit peu. Or là, c'est pas du tout le cas. Et j'ai trouvé ça dommage. Il y a un peu malaisant sur le long, donc voilà, c'est un petit peu sur la fin, voilà, ça m'a un petit peu perturbée. L'univers en soi est très bien fait, très bien amené. Mais c'est un univers qui est décrit de façon très superficielle. Il y a des petites touches par là qui nous indiquent certaines choses, qui nous permettent de mettre un vrai contexte et une véritable ambiance et vraiment de nuancer un petit peu, pour moi en tout cas, les propos d'Effie vis-à-vis des propos racistes du coup qu'elle a vis-à-vis de Preston. Et je n'arrête pas de faire des répétitions. Mais bon, il est bientôt minuit donc je suis un petit peu out. Donc voilà, il y a ça qui est un petit peu embêtant. Et il y a également à un moment un passage qui n'est pas trop graphique, mais c'est quand même dit, on en voit un petit peu, on s'imagine bien la chose. Et du coup, je pense que ça pourrait heurter certaines sensibilités. En début de roman, voilà, il y a une scène qui se passe qui peut heurter la sensibilité, je préfère pas vous en parler. Sachez-le, on parle d'agression sur Effie. Voilà. J'en dirai pas plus, mais c'est quelque chose à savoir si vous êtes sensible vis-à-vis de ces sujets. Donc dans l'ensemble, bonne lecture, malgré des défauts, des longueurs, quelque chose qui aurait mérité d'être un petit peu plus développé sur certains côtés. Je vais y arriver. Mais dans l'ensemble, bonne lecture, j'ai passé un bon moment, ça a fait le taf, je lui en demande pas plus. Du coup, j'ai également terminé le premier tome de l'intégrale que je me suis procuré en début août de Ellie et Jackson, de je ne sais plus comment elle s'appelle l'autrice. Vous le verrez sur la photo, ou je mettrai là en bas en dessous. Donc c'est aux éditions Bookmark, et là je l'ai pris en format électronique, puisqu'il y avait des promotions sur les intégraux électroniques, donc j'en ai profité. Alors ici, on va suivre Jackson. Jackson est détective privé. C'est un jeune homme qui a vécu dans des quartiers très pauvres, donc il a un vécu assez difficile. Il lui est arrivé des choses dans son enfance, dans son adolescence et dans sa vie de jeune adulte qui ont eu des conséquences physiques et psychologiques sur lui, qu'il traîne encore avec lui, mais c'est un homme assez costaud qui arrive quand même à fonctionner. Il arrive à fonctionner, il arrive à passer dessus par moments, mais les traumatismes sont là. Jackson travaille pour un cabinet d'avocats et il connaît notamment l'avocat Ellery, qui lui est un jeune homme, un requin du barreau. Voilà, il monte les échelons assez vite, c'est un vrai requin, et tous les deux se font de l'œil depuis, voilà, ils s'observent de loin.
voilà, ils ont des petits crushs, mais comme ils sont pas du tout du même monde, puisque Ellery, lui, a grandi dans les beaux quartiers, il fait partie d'une famille quand même assez bourgeoise, et il a été élevé d'une certaine façon, donc complètement à l'opposé de Jackson. Sauf que malheureusement, Jackson, il a une famille adoptive, notamment un frère qui s'appelle Caden, qui va être accusé de meurtre. Et Jackson, lui, n'y croit pas un seul instant, c'est pas possible, et donc décide d'embaucher Ellery pour mener l'enquête et sauver son frère. Et à partir de là, forcément, tous les deux vont travailler ensemble pour mener l'enquête, mais tension entre eux, etc., etc. Voilà. Honnêtement, c'est de la romance assez basique, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. Par contre, j'ai eu un petit peu de mal avec la plume. Pourtant, c'est une autrice que j'ai découvert il y a des années, et à l'époque, la plume ne me dérangeait pas. Alors, je ne sais pas si c'est la plume ou la traduction, mais là, pour le coup, j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans le roman à cause de la plume, de la narration qui, je trouvais parfois un petit peu saccadée, un petit peu lourde, un petit peu incohérente sur certains côtés, des choses où j'avais l'impression qu'on passait du coq à l'âne, ou des expressions qui étaient sorties qui pour moi sortaient un petit peu du contexte, qui tombaient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, que j'ai pas toujours bien compris. Donc j'ai eu un petit peu de mal avec la plume, et du coup j'ai eu un peu de mal à entrer dans le roman. Après, je me suis quand même attachée aux personnages d'Ellery et Jackson parce que ce sont des personnages qui ont de forts caractères, et les personnalités ne sont pas forcément ce que l'on pense. En fait, c'est des personnages qui cachent un petit peu leur vraie personnalité, d'un côté comme de l'autre. Jackson va se cacher derrière un caractère d'homme dominant, des blessures qui sont très très douloureuses, aussi bien physiques que psychologiques. Attention, quand je dis dominant, je ne parle pas d'un homme misogyne, etc., etc. Il n'est pas du tout dans cette optique-là, mais voilà, c'est lui qui mène un petit peu le jeu, c'est lui, voilà, c'est lui qui contrôle un petit peu, en tout cas dans les ébats. Ellery a l'air complètement perdu vis-à-vis de Jackson au départ, sauf qu'Ellery va observer Jackson, va observer son entourage, va observer son fonctionnement, et en l'observant, va comprendre parfaitement Jackson, et à partir de là, il va switcher. Et lui qui paraissait timide vis-à-vis de Jackson au début, va réussir à avoir le dessus sur lui, et va forcer un petit peu Jackson à sortir de sa coquille. La relation est très sympathique en soi, même si j'ai trouvé que ça allait un petit peu vite. Et ce que j'ai bien aimé par contre avec ces deux personnages-là, et avec l'histoire en elle-même, c'est que dans ce premier tome, on a une intrigue et on a une romance, et l'un ne prend pas le dessus sur l'autre. Alors attention, l'intrigue en elle-même, l'enquête en elle-même, c'est pas quelque chose d'extrêmement dense, c'est pas quelque chose d'extrêmement travaillé, c'est pas quelque chose d'extrêmement détaillé, c'est pas l'enquête qui va vous retourner le cerveau, mais elle est bien amenée, je trouve, elle est bien faite, et je trouve qu'elle est bien résolue. Donc, pour moi, ça a été sympa, voilà, ça a fait le taf, je lui en demandais pas plus. Et je lirai du coup la suite avec plaisir, parce que de toute façon j'ai l'intégrale qui comporte 4 tomes, donc j'ai de quoi faire. Bref, je suis en train de lire celui-ci, et du coup je peux pas vous en dire beaucoup pour l'instant, parce que j'en suis à 99 pages. Donc c'est God Killer de Anna Kanner. Le tome 2 est prévu dans quelques mois, je crois, ou quelques semaines. Donc voilà, comme ça c'est parfait. Je l'avais commencé il y a quelques temps, mais honnêtement j'arrivais pas à entrer dedans. Je lisais la page 10 fois, rien à faire. Du coup, je l'ai mis en pause, je l'ai repris. Ici, on est dans un univers où les dieux sont omniprésents, sauf qu'ils font beaucoup de merde, et depuis que le nouveau roi leur a mené une guerre sans merci, dans son pays, il est interdit de vénérer les dieux. Et les dieux qui font de la merde, les dieux qui font chier, les dieux qui commettent des meurtres pour des sacrifices, on les tue. Kisen, elle, c'est son métier de les tuer, elle les décide, voilà, c'est son taf de les tuer, et elle y va à fond les ballons, puisque quand elle était petite, sa famille a servi de sacrifice pour un dieu, et sa famille entière est décédée dans une maison en flammes, voilà, ils ont fait brûler la maison avec eux vivant derrière, enfin dedans, et Kisen est la seule survivante. Kisen, à un moment, elle va être amenée à faire un travail, et elle va y rencontrer Inara. Inara est une jeune fille d'une 12aine d'années, qui est accompagnée d'un petit personnage assez particulier, et qui fait un peu chier Kisen, mais Kisen va se retrouver un petit peu dans l'obligation, entre guillemets,
de l'aider vis-à-vis d'une situation, et donc elle va l'aider. Et à côté, on suit un jeune homme qui, je ne sais plus déjà comment il s'appelle, Jod ou un truc comme ça, lui est envoyé par son ami qui est donc le roi en mission pour sauver la vie du roi. Tous les deux vont se rencontrer puisqu'ils vont au même endroit. Pour l'instant, j'en suis pas là. Pour l'instant, j'en suis à Inara qui rencontre Kisen et Kisen qui lui sauve les miches et du coup qui l'accompagne dans une ville. Et je pense que là, on n'est pas loin de la rencontre entre les trois personnages ensemble. Pour l'instant, j'aime bien. Kisen, c'est un personnage extrêmement badass, qui mâche pas ses mots, qui n'est pas du tout délicat, qui a un côté un petit peu bourru, un petit peu rentre-dedans, un petit peu vulgaire sur certains côtés. Mais certains personnages que pour l'instant j'aime bien, mais j'adore Inara et son petit compagnon. Ces deux-là, pour le moment, c'est mes petits chouchous. Donc à voir par la suite comment les choses évoluent. Mais bon, bref, vous avez le contexte. Je termine rapidement parce que là ça fait déjà plus de 15 minutes que je vous ai. J'ai reçu un colis, je l'attendais désespérément, j'espérais l'avoir avant de partir en vacances. Puisque je pars en vacances, du coup, comme je vous ai dit, fin de semaine, je sais ce que c'est. Et mon Dieu, je les ai préouverts. Le premier, j'avais le tome 1, évidemment il me fallait le tome 2, qui est donc l'intégrale des tomes 3 et 4 de Dette 200 de Hayley Turner. Donc une couronne de fer et d'argent et une veillée funéraire. Donc là il est sous blister, oh là 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 là. Oh, regardez-moi cette beauté, j'ai pas enlevé le blister, vous voyez les reflets, j'en suis désolée. Donc aux éditions Bookmark, hein, voilà. Oh là là, il est trop beau. Donc celui-ci pour l'instant je vais pas le retirer de son blister. Et celui-ci, mais je l'attendais quand j'ai vu, je l'ai préco tout de suite. Il s'agit du premier tome des chroniques de Rennes, donc ici prisonnier de Face Skin, encore une fois aux éditions Brajlon. Oh là 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 là. J'ai les formats brochés, hein, les premiers formats brochés qui sont sortis. On est dans un univers de fantasy un peu isekai, donc comme d'habitude, hein, toujours un peu ce style-là avec les éditions Bookmark. Rennes est capturé et vendu dans un monde un petit peu particulier. Un monde de vampires par un homme, un vampire hein, notamment, et tous les deux vont nouer une relation et il va s'avérer qu'il y a toute une intrigue qui va se développer, tout un univers. Il y a du smut hein, là-dessus, mais à l'époque ça m'avait pas dérangé parce que j'avais trouvé que c'était très bien fait. Donc voilà, on a aussi pareil des illustrations à la fin qui sont trop belles. Et j'aime beaucoup l'autrice, je l'avais découvert avant qu'elle ne soit publiée donc sur internet, quand elle publiait sur fictionpresse.net. Donc voilà, hyper joie et bonheur d'avoir reçu du coup cette intégrale de toute beauté. Voilà, il va être tellement beau dans ma bibliothèque. Voilà, il va être tellement beau dans ma future bibliothèque qui n'est pas encore terminée. Hein, voilà, parce que j'ai pas eu le temps de finir là. Mais bon, bref. Donc voilà, j'ai réceptionné les derniers colis, en tout cas pour le mois d'août. Et je suis très heureuse de les avoir avant d'être partie en vacances. Bref, ça fait 20 minutes presque que je vous ai, donc je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Hey, salut tout le monde, on se retrouve, on est mardi 27 août et ça doit bien pratiquement faire une semaine que je ne vous ai pas pris. Je crois que je vous ai pris mercredi dernier. Mais honnêtement, j'avais ni le temps ni l'énergie pour vraiment filmer quoi que ce soit. Ça a été la course et du coup, j'avais pas pris le temps non plus de beaucoup lire, donc j'avais vraiment rien à vous présenter. Donc il n'y avait pas trop d'intérêt, donc il a fallu la semaine dernière que je finalise plus ou moins mon hospitalisation qui aura lieu à ma semaine de retour de congé. Rien de grave, je vous rassure, c'est juste ambulatoire et donc normalement je devrais même sortir en milieu d'après-midi, voire début d'après-midi, si tout se passe bien. Donc voilà, ça c'est plus ou moins organisé. Mais après, il a fallu que je prépare les vacances, hein, puisque je suis partie, comme vous le voyez, changement de décor dans le sud, donc dans la maison familiale, ce qui n'était pas prévu au départ, puisque moi j'avais prévu de partir une semaine en Normandie. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu et de partir en Normandie, sauf que mes parents, ils ont plus la foi de faire 800 bornes tout seuls pour aller dans le sud, et donc ils m'ont demandé est-ce que je pouvais venir, donc je participe à la conduite, etc. Et honnêtement, je peux pas leur refuser ça. Donc j'ai dit, bon d'accord, ok, je pars avec vous cette année encore. Mais l'année prochaine, je partirai pas avec eux. De toute façon, la maison est en vente. Donc voilà, je pense que là, la maison va pas tarder à être vendue, je pense. Enfin, après, je me trompe peut-être. Mais donc, je pense que l'année prochaine, je ne reviendrai pas dans cette maison particulièrement. Mais bon, bref. J'ai dû préparer les congés, tout ça, ça a été la course.
Et vendredi, j'étais en vacances à 13h15. J'ai pas arrêté de l'après-midi pour tout finaliser, tout préparer. Je suis partie samedi matin à 6h. Je suis arrivée, il était 17h. Donc dimanche, je me suis un petit peu reposée, même si je suis allée faire des courses. Il y avait du ménage à faire en arrivant également. Et donc hier, j'ai profité. Donc voilà, je farniente, rien à faire. Donc voilà, et du coup je vous reprends aujourd'hui en me disant il serait peut-être temps que je vous reprenne un petit peu, parce que ça fait presque une semaine. Et du coup là, depuis que je suis en vacances, j'ai enfin pu me replonger dans la lecture, et donc notamment dans la lecture de God Killer. Donc voilà, là j'en suis un petit peu plus de la moitié. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps de vraiment avancer, et j'aime énormément cette lecture, sachant que le tome 2 est prévu mi-septembre. Donc voilà, avant de me procurer le tome 2, je veux vraiment finir le tome 1, et c'est également notamment pour ça que je l'ai embarqué dans ma valise, alors que j'aurais voulu le terminer avant de le prendre avec moi. Bref, rapidement ici, on est dans un univers où les dieux existent, il y en a absolument partout, pour tout et pour rien. Des dieux sauvages, des dieux normaux, des dieux qui sont extrêmement puissants, des dieux qui sont pas particulièrement puissants, des petits dieux, des dieux mais vraiment genre pour les pièces perdues, des dieux pour retrouver son chemin, des dieux pour la fertilité, des dieux de la guerre, etc. etc. Il y en a partout, il y en a qui naissent, il y en a qui dépérissent, il y en a qui se font tuer. On est vraiment dans un univers où les dieux sont absolument partout. On est dans un univers également où il y a eu une guerre entre les humains et les dieux, et il s'est avéré que pour le coup ce sont les humains qui ont gagné, et le roi qui a été récemment couronné suite à cette guerre a décidé qu'il était interdit de vénérer les dieux, de les prier, d'avoir un dieu et d'avoir une religion. C'est interdit dans son pays, au risque de finir en prison. Donc dans cet univers, on va suivre Kisen. Kisen, dès le départ, il lui arrive un truc mais horrible, je trouve. Mais vraiment, la scène m'a, la scène m'a marqué quand même. Et donc Kisen, elle, est une déicide, donc c'est-à-dire que c'est une tueuse de dieux. Mais attention, elle ne tue pas les dieux par plaisir. Hein. La nana, il faut la payer pour tuer un dieu. Si vous la payez pas, elle ne tuera pas votre dieu, hein, tout simplement. Et donc, Kisen, c'est un personnage féminin extrêmement badass, extrêmement fort. C'est une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est une femme qui sait se battre. C'est une femme qui a du répondant. C'est une femme qui paraît, de premier abord, pas instruite, assez vulgaire, etc., etc. Alors que non, Kisen, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait comment l'obtenir. C'est quelqu'un de malin, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a de la suite dans les idées. Bref, Kisen, mieux vaut pas l'avoir en ennemi, selon moi. Et donc Kisen va un jour rencontrer une petite fille de 12 ans qui va venir la voir et qui va lui demander de l'aide, puisque cette petite fille, qui s'appelle Inara, est liée à un petit dieu qui est un dieu du mensonge pieux. Autant vous dire que Kisen, elle n'a pas trop envie, mais suite à un concours de circonstances, elle va accepter et elle fait une promesse à Inara, c'est donc de l'aider à se libérer de ce dieu, puisque tous les deux sont liés. Ils ne savent pas comment ils se sont liés, ils ne savent pas comment ils ont fait leur compte. Le dieu, lui, ne se souvient de rien avant sa rencontre avec Inara. Et Inara, il y a tout un mystère autour d'elle qu'elle-même commence à réellement découvrir, et ça la perturbe beaucoup. Et donc Kisen fait la promesse à Inara de l'aider, et pour l'aider, ils n'ont d'autre choix que d'aller dans la ville des dieux qui s'appelle Belneraden, si je me souviens bien, la ville où a fini la précédente guerre. À côté, on rencontre Elogast, qui est un ancien chevalier qui a pris sa retraite et qui est devenu boulanger dans un petit patelin paumé. Et un jour, il va rencontrer son roi, qui est également son meilleur ami d'enfance, qui est venu lui demander de l'aide suite à quelque chose de très particulier dont je ne vous parlerai pas ici, sinon c'est un trop gros spoil. Et Elo, qui lui est traumatisé par la guerre, qui culpabilise beaucoup, va accepter parce qu'il se sent quand même obligé d'accepter d'aider son meilleur ami, d'aider son roi, parce qu'en plus il est un ancien chevalier, et donc décide lui-même d'aller dans la ville des dieux, là où a lieu, comme je vous disais, la bataille finale. Et forcément, ces trois personnages-là, donc Elogast, Kisen et Inara, vont se rencontrer et vont allier leurs forces, parce que pour le moment, ils vont au même endroit. Voilà, je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, donc j'en suis un petit peu plus de la moitié.
Mon personnage préféré là-dedans, c'est Kisen. J'aime trop Kisen. Je la trouve tellement badass, je la trouve tellement intelligente. Elle est maligne, elle sait ce qu'elle veut. Vraiment, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment super fort. Je l'aime beaucoup. Et en même temps, c'est un personnage qui, aux côtés d'Inara, commence à s'adoucir sur certains côtés. Et j'aime beaucoup son évolution. Inara, à côté, elle a 12 ans. C'est une gamine qui a subi un traumatisme à partir d'une scène qui s'attache à Kisen parce qu'elle a tout perdu. Et Kisen, c'est la figure adulte qui la côtoie le plus. Et elle apprend à connaître cette femme et elle apprend à connaître que sous ces dehors de dur à cuire, de méchante, de tout ce que vous voulez, elle a un très bon fond. C'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de gentil qui prend soin d'Inara. Et à côté, il y a Elo. Elo, c'est le personnage qui, pour le moment, je l'apprécie pas trop parce que finalement, Elo, c'est un personnage qui reste assez classique, je trouve. C'est un personnage torturé, mais dans l'ensemble, je le trouve assez classique. C'est un personnage que j'apprécie pas plus que ça. À voir comment il évolue. Et il y a aussi, du coup, le dieu du mensonge pieux, donc c'est 17, qui, lui, au départ, je le trouvais très très sympathique. Et là, il a une évolution, tu te dis, il est en train de mal tourner quand même. Bref, pour l'instant, j'aime beaucoup. L'univers est extrêmement chouette, les dieux, il y en a absolument partout. Les lois ont beau être passées, on se rend compte qu'il y a toujours cet élan vis-à-vis des dieux, ce besoin de les prier, ce besoin de croire en eux. Et il y a un vrai combat entre ceux qui ne veulent pas des dieux et ceux qui continuent de croire en eux et qui continuent de les prier. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait. Et je pense que la fin présage quand même du lourd. Donc à voir par la suite. Mais de toute façon, je vais le terminer cette semaine pour vraiment pouvoir me le procurer assez rapidement quand j'aurai du coup terminé celui-là et que le tome 2 sortira, puisque je crois que le tome 2 est prévu pour le 12 septembre. Bref, en lecture, j'ai également amené ma liseuse, il y a pas mal de livres dedans, donc je ne sais pas encore ce que je vais lire. Et je vous avais fait une pile à lire pour mon départ en congé. Et il a fallu que je refasse un tri parce que, effectivement, les gars, la place dans la valise, c'était pas ça. Voilà, donc il a fallu que je refasse un gros tri. Du coup, j'en ai emporté que 4 livres. Le premier qui était absolument pas prévu au programme et que je me suis procuré au mois d'août, pareil, achat imprévu, mais j'ai adoré la couverture, j'ai adoré le résumé et du coup j'ai craqué. Il s'agit de celui-ci, j'ai trop envie de le lire, il me hype de fou. C'est donc Marvelous Flight de Freya Marks aux éditions Brajlon, donc cette édition reliée que je trouve juste trop jolie. Donc ici on va suivre Robin Blythe en 1908 qui est un noble désargenté qui postule pour un poste au gouvernement, sauf que suite à une erreur administrative, il va être embauché dans une société secrète magique. Voilà, ça commence très très bien, lui qui est un simple humain absolument banal, et je crois qu'il va être maudit, il va faire une connerie, il va devoir mener une enquête, et donc on va lui donner comme partenaire un jeune homme qui s'appelle Edwin Cornet, qui lui est magicien et qui déteste littéralement son nouveau collègue. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, d'ailleurs moi-même je n'en sais pas beaucoup plus, mais il a l'air assez ouf. Ensuite, je me suis donc décidée pour le premier tome des monstres de papier, donc ici les cités rebelles, parce que le livre est assez souple, assez léger, et on pouvait le caler un petit peu facilement dans la valise. Et puis bon, ça me donne bien envie, ça va être facile à lire, pas compliqué. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans cette pile à lire, il n'y a aucun livre compliqué, c'est que des livres faciles, pas complexe à lire non plus. Du coup, je me suis également pris, mais celui-ci, je vous l'avais dit que c'était obligatoire, donc le deuxième tome d'Engrangetant, donc de Nell Pfeiffer, donc dans cette version collector, et j'ai pas pris la jaquette pour éviter de l'abîmer, hein, parce que dans la valise, on ne sait jamais. Donc voilà, le deuxième tome qui va être lu assez rapidement, je pense, et j'ai également pris le second et dernier tome de La Promesse du Dragon, donc le deuxième tome des 6 couronnes écarlates. Donc pareil, je n'ai pas pris la jaquette pour éviter de l'abîmer. Pareil, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc il faut que je termine cette saga aussi. Voilà. Bref, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait 10 minutes que je vous tiens et cette vidéo suivie de lecture vlog risque d'être très long. Voilà. Hey, salut tout le monde, on se retrouve, on est vendredi 29 août.
vous me voyez avec pas mal de cernes parce que je dors pas très très bien. Bon, mais bon, ça c'est habituel, peu importe où je suis, j'ai du mal à dormir. Bref, on se retrouve enfin après plusieurs jours, encore une fois, d'absence, mais il fait chaud. Et quand je vous dis qu'il fait chaud, il fait très 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 chaud. Et je vous avoue que depuis que je suis arrivée, je sors le matin, le soir. Là, actuellement, il y a encore beaucoup de gens en vacances, beaucoup de familles. Donc la plage, je l'évite parce qu'il y a trop de monde. Et je n'arrive plus à supporter la foule. Donc j'y suis allée une fois, j'y suis restée, allez, peut-être 1 heure. J'y suis restée 1 heure, je suis repartie, il y avait trop de monde et vraiment j'y arrivais pas. Donc voilà, pour vous dire que c'est compliqué. Mais bref, on se retrouve parce que j'ai enfin réussi à terminer le premier tome de la saga de la chute des dieux. Enfin, je sais plus c'est quoi le titre de la saga, mais en tout cas le premier tome c'est God Killer. Sachez-le, le tome 2 sort le 19 septembre, je vais me le procurer. Obligé, parce que j'ai adoré ma lecture du tome 1. Même si effectivement j'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que il s'est avéré que c'était une période où je ne pouvais pas m'y investir comme je voulais, j'avais beaucoup de choses à faire, j'avais beaucoup de choses à gérer et du coup j'ai eu du mal à le terminer, ça a été long, ça a été compliqué de le terminer, mais mon Dieu, malgré tout j'ai adoré cette lecture et là ces derniers jours je me suis dit malgré la chaleur, Émilie, arrête de larver, finis ta lecture. Donc je l'ai terminé et autant vous dire que oui, effectivement, j'ai kiffé cette lecture. Effectivement, je peux aussi comprendre pourquoi il y a eu beaucoup d'avis mitigés. Je comprends les avis mitigés. Mais moi, honnêtement, ça ne m'a pas dérangé. Honnêtement, les avis négatifs, le pourquoi ils n'ont pas aimé, pourquoi c'est mitigé, je les comprends. Moi, ça ne m'a absolument pas dérangé. Mais peut-être parce que la trope de ce premier tome, c'est une trope que j'ai adorée. C'est une trope que depuis que j'ai découvert réellement, que je surkiffe absolument, complètement, j'en suis absolument fan, c'est la trope de la fin de famille. Vraiment, là, on a un peu cette trope-là dans ce premier tome, en tout cas, et honnêtement, j'ai kiffé. Effectivement, le début est un petit peu long, selon moi. Le début est un petit peu long, mais à partir du moment où les 4 personnages commencent à parcourir le territoire ensemble, pour moi, ça a été un petit peu le moment où tout a vraiment pris dans mon esprit, où vraiment j'ai accroché. C'est vraiment le moment où j'ai vraiment accroché, c'est à partir du moment où ils se rencontrent et au moment où tous les 4 vont cheminer ensemble. Et parce que notamment j'ai adoré l'évolution des personnages, j'ai adoré l'évolution de Skedicet qui est un petit dieu qui va passer sur pas mal de phases. Il va passer par pas mal de phases plus ou moins bonnes et on va voir ce petit dieu avoir une évolution qui moi m'a plu du feu de Dieu. Inara, c'est une enfant surprotégée, elle a 12 ans, mais il va lui arriver des choses qui vont la faire mûrir très très rapidement, mais elle va être également aidée par Kisen. Kisen qui est une jeune femme extrêmement solitaire, qui est une tueuse de dieux, qui est une femme extrêmement badass, qui n'apprécie pas forcément au départ d'avoir la petite Inara et le petit dieu dans ses pattes, mais elle a promis, et Kisen est une jeune femme qui tient ses promesses, ou au moins qui essaie de les tenir, et donc elle y va, et on se rend très rapidement compte que malgré ces dehors de femmes extrêmement dures, extrêmement badass, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, à qui il en faut beaucoup pour blesser mentalement, en tout cas pour que les mots blessent, on se rend compte que derrière cette façade, c'est une jeune femme qui a beaucoup de bonté, c'est une jeune femme qui râle, certes, mais qui va aider les gens, elle va aider les gens, elle a mauvais caractère, mais elle a un cœur en or en fait, cette femme-là, et je l'ai adorée parce que elle est tout ce que j'aime, voilà, elle est absolument tout ce que j'aime. Et Hello, lui, au départ, m'a paru quand même extrêmement fade vis-à-vis de Kisen et d'Inara et même de Skedicet. Je le trouvais palo au niveau caractère, je le trouvais hyper cliché. Vraiment, c'est vraiment le chevalier, c'est vraiment le chevalier chevaleresque. Vous voyez un peu le chevalier sur son cheval blanc. Il est un peu de ce type-là. C'est un personnage qui culpabilise énormément, qui vit dans une souffrance perpétuelle parce que voilà, il s'est passé des choses qui font qu'il prend les choses pour lui-même. Mais c'est un personnage qui malgré tout va quand même évoluer, va quand même
quand même prendre en assurance. Et le fait de rencontrer Inara et Kisen, c'est un personnage qui va très rapidement s'attacher à eux et qui va vouloir également les protéger. Kisen, c'est un personnage qui lui rentre dans l'art, c'est un personnage qui va également le forcer un peu à sortir de sa coquille et lui faire voir les choses un peu différemment, et j'ai adoré. Au niveau de la relation romance, parce qu'il y a une romance entre Kisen et Elogast qui va se mettre en place, il n'y a pas de scène extrêmement chaude. C'est à peine effleuré, donc si vous n'aimez pas le spicy, vous pouvez y aller, ça passe absolument tout seul. Je l'ai bien aimé ce début de relation, mais qu'elle soit là ou pas, ça m'aurait pas dérangé. Franchement, il n'y aurait pas eu de relation amoureuse entre les deux personnages, ça ne m'aurait pas dérangé, parce que les liens qui se créent entre les 4 personnages, elle est vraiment extrêmement forte, elle est vraiment très très belle. Kisen, vis-à-vis des dieux qu'elle déteste, et on comprend pourquoi elle les hait, et on comprend pourquoi c'est une décéide, donc une tueuse de dieux. Côtoyer Skedi7 va également lui permettre d'évoluer, de changer et de comprendre un petit peu les dieux et de les voir, pas tous, mais certains d'une façon différente. Au-delà de ça, effectivement, l'univers peut paraître un petit peu fade, un petit peu survolé, mais en même temps, s'il est survolé, je trouve qu'il est quand même bien emmené, il est bien fait, il y a quand même pas mal de choses qui sont plus approfondies, notamment les villes. Ce sont des villes qu'ils vont traverser pour aller à Belranden. C'est des villes qui vont être un petit peu plus détaillées, que j'ai bien aimées, elles sont très intéressantes. L'univers, certes, manque peut-être un peu de développement en termes de dieux, mais c'est un univers qui est très large, j'ai l'impression. C'est un univers qui est bourré de dieux différents, donc on ne peut pas forcément s'attarder sur tous les dieux, mais on en voit des dieux, on en voit beaucoup, je trouve, et je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien amené. Donc effectivement, c'est pas extrêmement développé, mais du coup, vu la façon dont ça a été amené, moi, ça m'a suffi. Et le dernier tiers, les gars, j'ai kiffé. Le dernier tiers, je sens que le deuxième tome va envoyer du lourd, ou en tout cas, j'espère, et qu'on va pas tomber dans le truc du deuxième tome où c'est un peu mou, quoi. Et du coup, j'ai commencé, mais très récemment, donc j'en suis vraiment au prologue, au chapitre 1, j'ai commencé du coup le second tome d'Engrange Temps, donc de Nell Pfeiffer, et après cette lecture, j'ai prévu du coup le tome 1 des Cités de Papier. Je ne l'ai pas là sous les mains, il est là-bas, mais j'ai prévu donc le tome 1 des Cités de Papier, et par la suite, normalement, j'hésite encore entre le tome 2 des 6 couronnes écarlates et le tome 1 de Merveillous Light, je ne sais plus c'est quoi le titre. Bref, c'est ma lecture en cours et je vous en parlerai quand j'en aurai lu un petit peu plus. Voilà. Et je vous laisse et je vous retrouve plus tard parce que ça fait déjà 10 minutes que je vous tiens et qu'il faut que je ferme tout parce que là il commence à faire très chaud. Allez, salut tout le monde, on se retrouve, on est lundi, je ne sais pas quelle date, mais on est lundi. Je devais vous reprendre hier et au final, j'ai juste pas eu la foi, honnêtement. Il fait encore une fois chaud à crever. Je vous avoue que cette année, j'ai beaucoup de difficultés à supporter la chaleur. Mais bon, bref, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour clôturer le vlog, sachant que je n'ai malheureusement pas encore terminé ma lecture du tome 2 d'Engrange Temps, donc le dernier tome. Mais je pense le terminer aujourd'hui ou demain parce qu'il me reste 200 pages et quand j'ai le temps de le lire et me mettre dedans, ça se lit absolument tout seul. C'est tellement fluide, les pages se tournent, on ne voit pas le temps passer. Honnêtement, j'aime énormément la plume de Nell Pfeiffer. Je trouve qu'elle a une plume d'une fluidité exceptionnelle, selon moi. Après, ce n'est que mon avis. Bref, ici, on est donc dans la suite plus ou moins directe du tome 1, puisque ça se passe après les événements donc, du tome 1, mais 8 mois plus tard. Rappel, dans le premier tome, on y rencontre Sophie. Sophie vit dans un petit royaume. Elle est horlogère, elle a repris la boutique de son père suite à son décès et également plus ou moins les contrats de ce dernier puisque son père avait un contrat pour réparer et soigner les oranimas du palais, puisqu'on est dans un univers où on a la capacité, en tout cas certains ont la capacité de donner vie aux horloges, de leur donner une âme et donc de leur donner vie. Et Sophie, elle est chronolangue, c'est-à-dire qu'elle est capable de les entendre et capable de leur parler. Donc Sophie
fait ce travail-là. Elle va rencontrer le prince Dimitri, donc le frère du roi, qui va plus ou moins lui proposer quelque chose, et Sophie va se retrouver incapable de refuser cette proposition, et à partir de là, elle va vivre tout un tas d'aventures. Dans ce tome 2, on retrouve donc Sophie 8 mois à la fin des événements dans le tome 1, et elle essaie de se reconstruire, elle essaie de reprendre une vie, mais c'est très très compliqué pour elle parce que malheureusement elle culpabilise beaucoup, elle souffre beaucoup de son passé qui n'arrête pas de lui rappeler qu'il est présent. Bref, c'est très très compliqué pour elle, et encore une fois, elle va se retrouver empêtrée dans une situation complètement dingue et complètement inextricable, puisqu'elle est apprentie pour un certain monsieur Kaufmann, qui est un horloger. Elle a besoin absolument d'avoir les recommandations d'un horloger professionnel pour pouvoir inclure l'école qu'elle désire, voilà, dans laquelle elle désire entrer depuis des années, sauf qu'un soir elle va rentrer avec son ami et malheureusement elle va le trouver mort, et à partir de là tout va partir à volo. Encore une fois, c'est une lecture que j'aime beaucoup, on passe un moment assez dingue, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, c'est un univers qui, encore une fois, on ne peut pas dire qu'il soit extrêmement développé, mais il est bien emmené, voilà, il est bien emmené, on voit plein d'horloges, on a un univers quand même plein de magie, il y a pas mal de choses qu'on apprend au niveau politique et ce qu'il s'est passé sur le passé, et également un petit peu plus sur la famille de Sophie. Maintenant, contrairement au tome 1, que j'ai pas forcément vu venir parce que j'ai plongé dedans assez rapidement, dans celui-ci, dès le début, il y a des choses que j'ai vu venir, là il y a des choses que j'ai vu venir également et que je sens arriver également, donc il faudra que je vous en parle une fois que je l'aurai fini. Est-ce que mes suppositions se sont avérées vraies ou pas? Pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça, mais il y a des choses, vraiment il y a des choses que je sens venir, et vraiment ça va se terminer assez vite parce que là il me reste 200 pages à tout casser, et à la vitesse où ça se lit, les 200 pages, je les aurai tablées ce soir, peut-être pas ce soir parce que ce soir je sors, donc on verra bien. Mais demain c'est sûr je l'aurai tablé. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vous retrouve du coup pour le prochain vlog assez rapidement.